Ok, bah merci pour l'introduction. Donc, on est une start-up issue d'INRIA et Sorbonne Université. Et voilà, en rapport sur la journée, notre mission, c'est de protéger vos données contre la menace quantique. Donc, le contexte, il a été fixé. On est dans un changement de paradigme. C'est quelque chose de formidable. Cet ordinateur quantique, c'est promesse de beaucoup d'applications positives. Mais voilà, il y a une application qui est un peu plus négative, c'est que ces machines quantiques, elles vont remettre en cause la sécurité de tous les protocoles de sécurité aujourd'hui. Donc, notamment en cryptographie, en clé publique, ce qui est la base de ce que vous utilisez, qui garantit la sécurité lorsque vous connectez à un réseau HTTPS, lorsque vous utilisez un VPN, lorsque vous manipulez des bitcoins. Tout ça, ça a un point commun, c'est d'utiliser de la cryptographie à clé publique, notamment RSA, dont la difficulté aujourd'hui garantissait la sécurité, et avec une machine quantique suffisamment puissante, au lieu d'avoir une garantie de sécurité à très long terme, en quelques heures, on va pouvoir, par exemple, détourner vos bitcoins. Malgré tout, comme il a été dit, on n'est pas encore là. On a une échelle de temps sur ces machines-là. En revanche, le problème, il se pose tout de suite. On peut enregistrer des données. Donc voilà, on a vu ce centre de la NSA. Mais il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui peut uniquement se faire à l'échelle d'un État. En fait, capturer des données, c'est quelque chose qui est relativement facile. Donc c'est vraiment un problème qui se pose dès maintenant, cette résistance à l'ordinateur quantique. Donc nous, dans CryptoNext, on fait du logiciel de cryptographie avec deux fonctionnalités basiques, échange de clés et signature. Donc c'est la brique de base de tout protocole de sécurité. On est en ligne avec les recommandations de l'ANSSI. Donc on va combiner les standards de cryptographie actuels à clé publique avec de nouveaux algorithmes qui vont être résistants à l'ordinateur quantique. Donc ça permet une transition facile des produits de sécurité vers ces nouveaux standards. C'est des choses qui ressemblent à ce qu'on a déjà aujourd'hui en termes de problèmes. On change les mathématiques, mais les termes de fonctionnalité, c'est les mêmes qu'on va avoir. Donc c'est quelque chose qui est intégrable facilement. Et au final, avec bonnes implémentations, ça va être transparent pour l'utilisateur final. Donc ce risque quantique, il a été pris en compte depuis quelques années. Donc le dernier élément en date, c'est le plan quantique Forteza. Ça fait déjà quelques années que l'ANSSI s'intéresse au sujet et fait des recommandations. Et un élément qui a été vraiment central pour les gens dans le domaine, c'est l'annonce du NIST sur la standardisation des algorithmes résistants au quantique. Donc l'idée de ce processus de standardisation, c'est de désigner un remplaçant au standard actuel, RSA et ECC, donc sur deux fonctionnalités, échange de clés et signature. Donc c'est un processus qui a débuté déjà il y a quelques années. Il y a eu des contributions faites à travers le monde qui ont été envoyées à l'organisme américain, qui a en charge d'essayer de trouver quels sont les meilleurs algorithmes en termes de sécurité et d'efficacité pour le futur. Donc, ce protocole NIST il va se terminer à 2022. Et il y a des annonces qui ont été faites par le gouvernement américain que, en tout cas, en ce qui les concerne, ils veulent avoir fini la transition en 2024. Donc, ça paraît un peu agressif. En revanche, 2022, c'est une date sur laquelle on peut se fier. En parallèle de ça, donc ça c'est un élément nouveau, on a aussi de la standardisation qui a été faite au niveau chinois. Et ça, ce processus-là, sa première phase est déjà terminée. Donc il y a déjà des standards post-quantiques qui ont été désignés au niveau chinois et qui vont probablement arriver très rapidement au niveau international. Donc le risque lié au quantique en termes de cybersécurité, il n'est pas simplement technologique, il est aussi économique, avec ces nouveaux standards qui arrivent entre la Chine et les USA, et potentiellement pour les produits de sécurité qui veulent échanger avec ces pays-là, il va falloir en tout cas se poser vraiment sérieusement les questions de la transition. Donc quel est l'objectif
de ces deux protocoles de standardisation, c'est de trouver de nouveaux problèmes à la factorisation. Donc voilà, il y a des noms qui ont été donnés, on a parlé de réseau, mais en fait on a plein de familles possibles, comme la cryptographie à base de code ou la cryptographie ici multivariée. Donc au lieu d'avoir par exemple votre clé publique qui est un grand nombre, vous allez avoir des équations. Et dans ce processus, il ne va pas avoir un vainqueur unique, tout simplement parce que ces primitives vont avoir des caractéristiques qui sont différentes. Il va avoir des choses qui sont mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, par exemple, en termes de vérification de signature, on a des algorithmes qui sont très, très performants. Même en termes de garantie de sécurité, on va avoir des choses supérieures à ce qu'on peut avoir aujourd'hui, des hypothèses plus fortes. Mais globalement, on peut s'attendre à une augmentation de la taille des objets. Donc, il y a un processus de standardisation qui est au niveau des algorithmes. Et en parallèle de ça, on a aussi d'autres organismes de standardisation qui réfléchissent à la manière d'inclure ces nouvelles primitives dans les protocoles qu'on utilise tous les jours aujourd'hui, les certificats X509, les VPN, TLS, etc. Donc, très rapidement, on va avoir des algorithmes résistants au quantique et les standards d'aujourd'hui qui sont adaptés à ces nouveaux algorithmes. Donc, c'est dans ce contexte-là, nous, la proposition de valeur de CryptoNext, c'est de prendre en charge la complexité du choix et des implémentations sur ces nouveaux standards. Donc, on propose un logiciel qui est flexible en termes d'algorithmes. On est un peu en avance du protocole de standardisation, donc on vous propose en gros une sélection représentative de tout ce qui pourrait se passer dans le futur. Donc, juste avec un software update, avec notre logiciel, vous pourrez être au standard et qui est déjà implémenté et qui utilise des accélérations sur plusieurs types de plateformes. Donc du desktop jusqu'à des devices beaucoup plus petits du Cortex M4. Donc voilà, notre modèle, c'est de faire du consulting dans un premier temps, de réaliser des prototypes et de licencier ce logiciel dans des produits de sécurité. Et donc ça sera la deuxième partie où Jean-Charles vous montrera les intégrations qui ont été faites. Donc, on est 3 cofondateurs issus du monde académique et aussi du monde industriel, avec Frédéric qui est au fond de la salle. On a parlé tout à l'heure de test chiffres. Donc voilà, Frédéric a fait une test chiffre avec nous. Voilà, grâce à une levée de fonds qui a été réalisée, qui a été annoncée avec Cantonation, l'équipe grandit. Donc on était 2 au départ. Frédéric nous a rejoints. On est maintenant 6, donc l'équipe est là-bas au fond. Et voilà, en parallèle de l'équipe de fondateurs aussi, on est conseillé par des experts voilà, dans le monde de la défense, dans le monde industriel. Donc Philippe Duluc était là, dans le monde des startups avec Robert Marino aussi que j'ai vu. Et donc là, je passe la main. Donc là, on voulait vous montrer également des intégrations concrètes de la librairie CryptoNext dans des solutions. Donc, en premier lieu, donc on avait été contacté dès 2016, avant même les annonces d'INIS par l'armée de terre, donc qui voulait mettre dans des téléphones portables de la cryptographie alternative. Donc, à cette occasion, on a créé une petite application de type WhatsApp et on a intégré notre solution dans ce logiciel. Et donc, cette application sur téléphone Android a été testée en conditions opérationnelles avec un réseau 4G dédié par l'armée de terre. Donc ça, c'était une des toutes premières expériences de CryptoNext et ça a démontré qu'en fait, effectivement, malgré une certaine augmentation des tailles de clés publiques, eh bien, c'était tout à fait, à condition d'optimiser les implantations, c'était tout à fait utilisable en conditions opérationnelles. Alors, une deuxième intégration qu'on a réalisée, donc on a la chance d'être accéléré dans le programme Cyber Station F avec Thales. Donc là,
on a intégré dans une solution beaucoup plus robuste, donc Aircom, donc, qui propose de prendre un téléphone Samsung et de le sécuriser jusqu'à obtenir une certification OTAN. Donc vous prenez un téléphone standard et avec la solution Aircom, vous avez possibilité de téléphoner, d'envoyer des messages de manière très sécurisée. Alors donc du coup, nous on a intégré en coopération avec Aircom la solution de CryptoNext. Donc là, vous voyez sur la planche un premier appel, on pense, un premier appel post-quantique. Donc à gauche, il y a Guillaume Poupard, le directeur de l'ANSSI, et à droite, Patrice Ken, le PDG de Thales. Donc pour l'utilisateur final, une fois qu'on a dit ça, si on ne va pas voir dans les paramètres, eh bien la communication est tout à fait standard. Hein, on ne voit pas la différence. Donc ça a pu être fait relativement rapidement par les ingénieurs de Aircom, grâce à la conception modulaire de notre librairie. Le fait aussi qu'on a la librairie portée sur tout un tas d'architectures, donc par exemple les systèmes Intel ou sur les processeurs ARM, divers operating systems. Tout ça fait que c'est relativement facile d'intégrer la solution. Donc évidemment, c'est de la cryptographie hybride. On ne touche pas à la partie crypto qui existait dans Aircom, et on s'intègre par-dessus en fait. Et par exemple, si on veut, on peut continuer à intégrer, y compris dans notre partie de la librairie, des fonctionnalités produites par Aircom. Donc une autre intégration toujours dans le cadre de ce programme Cyberattestation F. Donc cette fois-ci, on parle des coffres-forts numériques, les HSM. Donc là, c'est les HSM Gemalto, donc Thales, donc qui sont vraiment la brique de base de la sécurité. Donc là encore, on a fait une intégration de notre logiciel sur ce type de matériel. Alors là, c'est quand même déjà plus compliqué parce que déjà il y a des processeurs spécifiques. Là par exemple c'est des processeurs PowerPC. Donc il y a tout un tas d'optimisation à faire algorithmiquement pour rendre les choses efficaces. Donc c'est pas uniquement de l'optimisation logicielle, il faut également être capable d'améliorer les algorithmes qui sont utilisés de manière sous-jacente dans tous ces cryptosystèmes pour rendre les choses efficaces. Donc là, vous voyez, j'ai également affiché la taille des clés qu'on va avoir avec les différentes solutions. Et effectivement, selon qu'on a utilisé ce cryptosystème, donc qui est plutôt du lattice ou celui-là, il y a des caractéristiques différentes. Par exemple, la taille de la clé secrète, vous voyez ici, ça fait 3500 octets, et là, ça fait 16 octets. Donc tout ça, c'est un impact, en fait, en pratique sur l'utilisation. On s'est rendu compte que toutes ces mises à jour, il y avait quand même des obstructions. Il y a des limitations, parfois pour des raisons de sécurité, sur la taille des clés acceptables dans toutes ces solutions. Et le fait de faire ce passage vers le post-quantique, c'est plus ou moins facile. Alors, également, comme on disait tout à l'heure, on pense que la solution de cryptographie post-quantique est tout à fait complémentaire de la cryptographie qu'on appelle quantique. Donc là, on a fait un exemple d'hybridation avec la startup Kets, donc qui propose des générateurs de nombres aléatoires quantiques avec la solution de cryptographie de CryptoNext Security. Donc en fait, l'idée c'est d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. Donc pour cela, on a fait également une hybridation entre ces deux solutions. Donc là, on a pris le logiciel PGP, GNU PGP. Donc là, c'est un logiciel très ancien de cryptographie qui a plus de 20 ans d'expérience, enfin qui existe depuis plus de 20 ans. Et on a intégré la solution CryptoNext dans ce logiciel en utilisant le générateur de nombres aléatoires de Kets.
Alors c'est assez quand même compliqué. Là encore, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas d'obstructions pratiques sur la taille des clés, les formats des fichiers. Il y a des formats de fichiers, par exemple, différents pour le stockage des clés publiques, les clés privées, les signatures, etc. Des tas de limitations qui fait que tout ne passe pas directement comme ça. Mais au final, au moins certains des candidats à la compétition du NIST, on a pu les intégrer dans le logiciel et donc bénéficier à la fois de la cryptographie résistante au quantique et d'un générateur de nombres aléatoires de très bonne qualité produit par Ketz. Alors, évidemment, comme on disait tout à l'heure, normalement, l'utilisateur ne voit pas ce qui se passe. Là, pour la démonstration, on a lancé le logiciel en mode verbose pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc, vous voyez d'une part qu'il y a un moment un appel au générateur de nombres aléatoires de Ketz. Bon, ça, c'est complètement transparent pour l'utilisateur final. Vous voyez aussi l'approche hybride de manière concrète. Donc ici, vous avez la clé publique classique, RSA, et puis vous voyez ici la clé publique post-quantique. Donc effectivement, elle est plus grosse que la clé publique traditionnelle, mais bon, ça reste encore raisonnable et ça fonctionne. Alors on a fait tout un travail aussi d'intégration de la librairie. Donc, par exemple, on a une version maintenant de OpenSSL post-quantique. On a parlé aussi des blockchains qui ont une très bonne réputation de sécurité. N'empêche qu'ils utilisent la cryptographie classique, de la signature classique. Donc, on a fait des intégrations dans des blockchains classiques comme Corda ou Hyperledger. Et puis, à plus long terme, on travaille également avec un partenaire DocaPost dans un environnement plus compliqué. Donc, DocaPost, leader de l'identité numérique en France, d'intégration de ces solutions dans un environnement plus compliqué. Et je crois que je repasse la parole à lui. C'est un slide de conclusion et d'introduction au prochain orateur. Donc là, on est dans le cadre de la Deep Tech Week et on voit, pour nous qui venons des labos, que l'écosystème, c'est important. Et aujourd'hui, on voulait saluer le travail de BPI et de nos autres partenaires comme Deep Tech Founders, Agoranov, Cyberstation F, qui nous ont permis de franchir ce pas et de commencer à se développer. Donc là, et en particulier, je voulais remercier Jean-Christophe Goujon qui a fait un travail énorme derrière pour que cet événement s'organise. Voilà.